La CAN 2025 devait être une fête du football africain. Elle restera comme l'une des finales les plus controversées de l'histoire de la compétition. Opposés au Maroc, pays hôte, les Lions de la Teranga ont dû composer avec bien plus qu'un adversaire sur la pelouse. À la 90e minute, alors que le score était toujours nul, la rencontre a basculé dans l'irréel. Après recours à l'assistance vidéo, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Gambo accorde un pénalty au Maroc pour un contexte jugé fautif de Malick Diouf sur Brahim Diaz. Une décision vécue comme une injustice par le camp sénégalais tant la faute semblait légère et sujette à interprétation. La réaction est immédiate. Joueurs, staff, encadrement sénégalais contestent. Le match s'arrête, la tension monte. Puis l'impassable se produit. Les Lions de la Teranga quittent la pelouse pendant que des supporters envahissent le terrain. Une scène rarissime à ce niveau, symbole d'une rupture totale entre le corps arbitral et les acteurs du jeu. Dans ce chaos, une voix tente de ramener le calme. Celle de Sadio Mané, le capitaine sénégalais, appelle au sang-froid, supplie ses coéquipiers de revenir, conscient qu'un abandon serait une tâche irréversible. Son leadership évite le pire. Le Sénégal revient sur la pelouse. 24 minutes après le temps réglementaire, Brahim Diaz se présente enfin face à Edouard Mendy. Sous une pression immense, le Marocain tente une panenka. Elle est manquée. Mendy capte le ballon. Le Sénégal respire. La finale bascule à nouveau. En prolongation, Pape Gueye surgit à la 94e minute pour inscrire l'unique but du match. Un but libérateur, un but de résistance. Le Sénégal s'impose 1-0 et décroche sa deuxième étoile continentale. Mais derrière l'exploit sportif, la polémique est totale, car cette finale ne peut être isolée de son contexte. Depuis le début du tournoi, plusieurs sélections ont dénoncé des conditions troublantes lors de leur rencontre face au Maroc. Des coupures d'électricité signalées dans les chambres de joueurs nigérians, des chambres sabotées, le vol présumé de serviettes appartenant aux gardiens adverses, empêchant ces derniers d'essuyer leurs gants, rendant la balle glissant lors des frappes. Face au Sénégal, des supporters marocains ont hué les joueurs adverses durant toute la rencontre. Des objets ont été lancés en direction d'Edouard Mendy sans réaction notable des organisateurs. L'accès au stade a également posé problème. Les supporters des équipes affrontant le Maroc ont dénoncé la difficulté à obtenir des billets. Lors de la finale, le contraste était saisissant. Un stade presque entièrement acquis à la cause marocaine, avec un simple carré réservé aux supporters sénégalais. À cela s'ajoutent des décisions arbitrales jugées incohérentes tout au long du tournoi, culminant lors de cette finale où le sentiment d'injustice a atteint son paroxysme. Le Sénégal a gagné sportivement, mentalement, humainement, mais la CAN 2025 sort fragilisée, car une compétition continentale ne peut se construire durablement sur la suspicion, l'inégalité de traitement et la colère des acteurs. Cette finale restera dans l'histoire, non seulement pour le sacre sénégalais, mais aussi comme un avertissement sévère. Le football africain mérite mieux que le chaos, mieux que le doute, mieux que la polémique permanente. Les Camerounais, quant à eux, ont vécu la finale de la CAN au-delà du terrain. Dans les bars bondés des quartiers et entre amis, la soirée a été marquée par une tension palpable, des cris, des silences pesants et des réactions à fleur de peau. Une ambiance électrique que nous décrit Alain Tekam. Dans les bars pleins à craquer, au village de la Canne, dans les quartiers, les salons, le pays s'est arrêté. Regard figé, voix basse, main sur la tête. La tension était palpable, presque électrique. À mesure que le temps s'étire, les émotions débordent. Les cris fusent, les silences deviennent lourds. L'incompréhension gagne du terrain. Chaque décision fait réagir. Chaque image déclenche commentaires et soupçons. Pour Cyril, l'émotion se transforme en colère. C'est une honte pour l'Afrique et le Maroc parce que en organisant comme ça, il faut prendre l'exemple sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais le Maroc a déçu vraiment de tous les côtés. Heureusement, la nature a décidé la vérité. C'est très honteux. Avec l'arbitrage là, ça ne doit plus se passer prochainement.
Dans les regroupements, certains tentent de garder la tête froide. Antoine, lui, retient surtout la force mentale. L'équipe sénégalaise n'a vraiment pas bien réagi en sortant du stade, mais grâce à Dieu, ils ont repris conscience, ils ont repris le jeu. Par la suite, on sait ce qui s'est passé. Nous sommes vraiment tous très contents pour cette victoire méritée du Sénégal. C'est une victoire vraiment méritée. Et à l'équipe marocaine, à la prochaine compétition, peut-être qu'elle pourra remporter une autre étoile. Une lecture que nuance Mitterrand, plus amère. Le Maroc aurait pu gagner sans gage, que ça aurait été très bien. Seulement, ce même Maroc fait l'objet de beaucoup de suspicions, d'accusations, de favoritisme de l'arbitrage. Il faut dire que toutes ces accusations ont trouvé un fondement hier avec deux événements qui ont porté le coup fatal à la qualité de cette fête. On a vu la sortie du stade des Sénégalais qui ont été excédés, dépassés. On peut le comprendre. C'est carton rouge à l'arbitrage. La fête était belle, l'ambiance aussi, mais avec un arrière-goût inachevé. À la fin, c'est la touche qui a caché la fête. La finale se termine tard dans la nuit, mais les débats, eux, continuent. Plus qu'un match, cette CAN aura surtout révélé une chose. Le football africain fait vibrer, autant qu'il divise. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. La région du Soleil Levant a vibré au rythme du café le 16 janvier 2016 à l'occasion du lancement officiel de la campagne caféière 2025-2026. La cérémonie s'est tenue à Baditoum, dans l'arrondissement de Doumentang, département du Oignon. On fait le point avec Jaël Izodiwo. Pour cet événement d'envergure, l'Office national de cacao et du café a mobilisé l'ensemble des acteurs de la filière afin d'offrir une célébration à la hauteur du produit d'excellence mis à l'honneur, le café camerounais. 3 membres du gouvernement ont marqué l'événement de leur présence. Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Gabriel Bayorobé, ministre de l'Agriculture et du développement rural, et Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce, qui a présidé la cérémonie. Pour le maire de la commune de Doumentang, Honoré Koumé, cet événement constitue un rêve en couleur devenu réalité. Aux côtés des autorités administratives et traditionnelles, les élites locales ainsi que l'ensemble des parties prenantes du secteur étaient présentes. Le café camerounais confirme aujourd'hui sa montée en gamme. Produit conformément au règlement de l'Union européenne sur la déforestation, il répond pleinement aux normes internationales. Résultat, lors de la dernière campagne, les exportations de café arabique ont progressé de 64% avec un taux d'exécution des contrats atteignant 84,7%. Plusieurs opérateurs affichent même 100%. La campagne 2024-2025 a enregistré une production de 11 637 tonnes avec des prix oscillant entre 2 500 et 3 500 francs CFA le kilogramme pour l'Arabica et entre 1 300 et 2 500 francs CFA pour le Robusta. Dans son allocution, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a exhorté les acteurs à mettre les bouchées doubles en matière de transformation locale, appelant à une mobilisation accrue des moyens humains, matériels et financiers afin d'augmenter la production et la consommation locale. À cet effet, le village Baditoum dispose désormais d'un centre d'excellence ultramoderne comprenant une salle de fermentation et une aire de séchage correspondant aux conditions optimales pour une meilleure qualité de café. Les autorités ont visité ces installations et exprimé leur pleine satisfaction. Dans cette atmosphère empreinte de fierté, le ministre du Commerce a officiellement déclaré ouverte la campagne caféière 2025-2026, réaffirmant l'engagement du gouvernement à garantir des prix rémunérateurs pour une rémunération juste, équitable des producteurs. Justice, l'heure de vérité approche dans l'affaire Ngarbou. Le tribunal militaire de Yaoundé rend son verdict ce lundi. Les faits remontent à février 2020 dans la région du Nord-Ouest. 3 éléments des forces de défense ont été reconnus coupables. Ils sont poursuivis pour meurtre, incendie et violence sur femmes enceintes. Selon une commission d'enquête officielle, 13 civils avaient été tués, parmi eux des femmes et des enfants. La juridiction doit fixer les peines et les réparations.
Enseignement supérieur, bonne nouvelle pour les étudiants camerounais. Le gouvernement ouvre 600 places en cycle doctorat dans les universités d'État pour l'année académique 2025-2026. La sélection est réservée aux titulaires d'un master recherche ou équivalent. Les places sont réparties entre les 11 universités publiques et les appels à candidature seront lancés le 11 janvier au plus tard, le 16 janvier au plus tard. Les sélections devront être bouclées le 16 février. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. 12h16 dans ce studio, nous ouvrons notre dossier de la rédaction consacré à l'immigration. Les portes de l'Occident se referment progressivement. Visa plus sélectif, quotas réduits et procédures durcies pour de nombreux Camerounais candidats à l'immigration. Le rêve d'ailleurs devient plus complexe, voire incertain. Le décryptage de Charles Lacoa. Depuis plusieurs mois, les politiques migratoires se durcissent dans plusieurs pays occidentaux, portés par des gouvernements conservateurs ou de droite qui placent l'immigration au cœur du débat politique. Dernier signal fort, les États-Unis de Donald Trump qui ont récemment annoncé la suspension de certaines procédures de visa d'immigration permanentes pour 75 pays, dont le Cameroun, de quoi affecter notamment le regroupement familial et les projets d'installation durable. Autre destination clé pour les Camerounais ces dernières années, le Canada. Longtemps perçu comme une terre d'accueil accessible, le pays sert à son tour la vis. Les demandes de parrainage de résidence permanente pour les parents sont devenues un parcours jugé difficile, avec un plafond de 15 000 dossiers à traiter et des délais moyens de 24 mois. Pire encore, le report de nouveaux programmes pour les aides familiales expose des milliers de travailleurs étrangers au risque de quitter le pays. De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, le Royaume-Uni s'inscrit dans la même logique. Le gouvernement travailliste de Keir Starmer a dévoilé une feuille de route aux mesures qualifiées de radicales pour réduire l'immigration. Obtention plus difficile du titre de résident permanent, durcissement des visas de travail et contrôle renforcé. Londres cherche à reprendre la main sur des flux migratoires dans un contexte de montée de l'extrême droite et des pressions politiques internes. Des décisions susceptibles notamment qui traduisent une tendance qui tend à se généraliser. Partir s'installe désormais dans un parcours plus long, plus incertain, où seuls les profils jugés indispensables pour les pays d'accueil parviennent encore à franchir les portes. Alors que les politiques migratoires se durcissent, le Cameroun continue de perdre une partie de ses talents les plus qualifiés en quête de meilleures conditions de vie et de travail. De quoi s'interroger sur quel avenir pour un pays qui voit ses compétences s'exiler. Élément de réponse avec Lorraine Ekweme. Chaque année, le Cameroun forme des milliers de diplômés dans les universités et grandes écoles publiques et privées. Pourtant, une part importante de cette élite intellectuelle choisit l'exil, l'Europe, l'Amérique du Nord ou encore certains pays du Golfe apparaissent comme des terres d'opportunités, salaires attractifs et reconnaissance sociale. Pour beaucoup, partir n'est plus qu'un rêve mais une nécessité. Les causes profondes d'un exode qualifié, la fuite des cerveaux camerounaises repose sur des causes structurelles bien connues. Le chômage et le sous-emploi des diplômés, y compris dans des filières dites prioritaires, constituent l'un des premiers facteurs de départ. À cela s'ajoutent des rémunérations jugées insuffisantes, notamment dans le secteur public et parapublic, ainsi que des conditions de travail difficiles, manque d'équipement, surcharge professionnelle, infrastructures inadaptées. La faible reconnaissance professionnelle et la lenteur des carrières achèvent de convaincre de nombreux talents que leur avenir se joue ailleurs. Dans certains secteurs, le mérite peine à primer sur les réseaux, nourrissant un sentiment de frustration et d'injustice. Résultat, l'immigration apparaît comme l'unique voie de valorisation des compétences acquises. Face à ce constat, les autorités évoquent régulièrement le retour des cerveaux et la contribution de la diaspora au développement national. Si certains Camerounais de l'étranger reviennent investir ou transmettre leur savoir-faire, ces initiatives restent pourtant isolées. L'absence de politique publique structurée, de cadres incitatifs clairs et de garanties professionnelles limite l'ampleur de ces retours. Pourtant, le transfert de compétences et l'investissement de la diaspora pourraient devenir un véritable levier de croissance à condition de créer un environnement attractif. Gouvernance transparente, valorisation du mérite, salaire décent et conditions de travail adaptées. À l'heure où les pays occidentaux ferment progressivement leurs portes,
le Cameroun se retrouve face à une urgence, transformer l'exil des compétences en opportunité de réforme interne. Et si la solution était ici, alors que de plus en plus de portes se referment à l'étranger, la question de l'attractivité du Cameroun revient avec insistance. Fuite des cerveaux, frustration des jeunes, mais aussi initiatives locales et engagement de la diaspora. Entre contrats et propositions, des acteurs appellent à mieux valoriser les talents camerounais. Daniel Yondou. Face à la tentation persistante de l'exil, des voix se lèvent pour rappeler que le pays dispose des ressources humaines, de programmes publics et d'initiatives privées encore peu connues. Pour Frédéric Mbappé, promoteur du Centre d'études de formation en recherche et innovation technologique, la diaspora a un rôle clé à jouer à condition d'être mieux informée. Aujourd'hui, où progressivement des jeunes Camerounais installés dans d'autres pays commencent progressivement à retourner vers le Cameroun pour investir, pour accompagner le développement national. Seulement, beaucoup de nos concitoyens qui sont à la diaspora gagneraient aussi à s'informer mieux sur les initiatives publiques visant leur retour. Il reconnaît l'existence de nombreux programmes publics d'accompagnement à l'emploi et à l'entrepreneuriat, mais déplore leur faible visibilité. Il existe beaucoup de programmes, tout comme tout récemment, lors du Youth Connect, où le CEFRITEC que je dirige, nous avons eu l'honneur d'être associés au panel des différentes conférences, qu'il s'agisse du ministère de la Jeunesse ou du ministère de l'Emploi, du ministère des Postes et Télécommunications, du ministère de la Femme et de la Famille. Il y a des projets et des programmes au sein de ces administrations pour accompagner les jeunes. Même constat du côté du secteur privé. Pour Eric Ngengim, directeur général du groupe Afrique Énergie Nouvelle, le manque de débouchés alimente le découragement des jeunes. Les jeunes pensent qu'ils n'ont plus d'avenir parce que les formations qu'ils font ou les diplômes qu'ils ont, ils ne sont plus intégrés dans la fonction publique. Les grandes entreprises sont très sélectives et du coup la jeunesse se trouve obligée de partir. Il plaide pour une réforme profonde de la formation axée sur la pratique et l'immersion en entreprise. Il fallait combiner la formation théorique et la formation pratique parce que les jeunes ont besoin d'être rassurés. Il faut être rassuré, il faut être proche du marché du travail. Essayer de faire profiter les jeunes le milieu de l'entreprise étant encore en formation sur les bancs pour pouvoir les garantir, pour pouvoir les permettre d'avoir un espoir de travailler immédiatement. Enfin, pour encourager le retour des compétences de l'extérieur, Eric Ngengim propose des mesures fortes. L'État doit faciliter la double nationalité pour permettre à la diaspora éduquer ceux qui étudient en Europe, étant des Camerounais, qui puissent aussi avoir le goût et la volonté de retourner dans leur pays avec leur savoir. Autant de pistes qui interrogent une responsabilité collective, réinventer l'attractivité du Cameroun pour prouver que réussir ici reste possible. Avec le durcissement des politiques migratoires en Occident, partir reste-t-il un rêve réaliste ou faut-il désormais croire davantage aux opportunités locales? Alan Tekam vous a posé la question et vous avez réagi dans ce micro-trottoir. Aujourd'hui, après qu'on a passé la phase où les pays occidentaux sont venus en Afrique pour la traite négrière, où ils ont dépouillé ce continent des hommes forts, de son capital humain. Aujourd'hui, cet esclavage-là continue parce que malgré les barrières à l'entrée de ces pays occidentaux, on retrouve de plus en plus de nombreux jeunes, surtout diplômés, avec des cerveaux bien faits, qui malheureusement quittent leur pays d'origine pour s'installer et travailler dans des pays étrangers, contribuer au développement de ces pays-là. Une situation qui est vraiment très critique, étant donné qu'aujourd'hui, on sait que l'un des moteurs principaux de la croissance économique, bien évidemment, c'est le capital humain. Quand on dit capital humain ici, et moi je mets bien sûr l'accent sur la formation, sur l'éducation, ce sont ces jeunes éduqués là qui sont davantage le pilier, voire même le moteur de la croissance économique. Alors l'Afrique se retrouve encore une fois de plus privée de ces ressources-là. Pour ce qui est du durcissement des politiques occidentales, il faut le rappeler que ce durcissement se fait pour certains pays en fonction de l'objectif politique du pays. Par exemple, le cas des États-Unis, qui ont publié récemment une liste de pays dont ils n'allaient plus traiter le visa. C'est parce que leur politique en fait reflète leurs aspirations actuelles. Mais je peux vous rassurer
assurer que lorsque ces pays-là auront besoin de la main-d'œuvre, ils n'hésiteront pas à venir piocher en Afrique. Au quotidien, dans notre pays, les Camerounais en souffrent énormément. Il y a plusieurs types de souffrances, que ça soit psychologique, physique, incapable de se nourrir. C'est compliqué en fait. Donc du coup, l'immigration, pour moi, je pense que c'est l'idéal. Mais dans ce sens qu'il faut utiliser vraiment les voies légales pour pouvoir voyager et éviter l'immigration clandestine. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut rien espérer dans ce pays en ce moment où nous vivons des crises, où nous vivons de la vie chère, où un Camerounais n'est pas capable de manger une fois par jour. Donc c'est très compliqué, mieux vaut être ailleurs. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Vous écoutez Capital Info Midi sur Capital FM 102.7, la radio de la capitale. Dans la page magazine de ce journal, les jardins de la mission catholique de Nkwaban ont accueilli ce samedi 17 janvier 2026 la cérémonie de mariage civil de Marie-Chantal et Nicolas Olivier Manimbarga. Entourés de leurs familles, alliés et proches, les mariés ont officialisé leur engagement dans un cadre sobre mais solennel, symbole d'union, de responsabilité et de respect des traditions. Alain Tekam. C'est sous un ciel radieux de janvier baigné par la lumière douce du matin que Marie-Chantal et Nicolas Olivier Manimbarga ont décidé d'unir leur destin. Dans les jardins paisibles de la mission catholique de Nkwaban, familles, alliés et proches se sont rassemblés pour assister à ce moment solennel, symbole d'amour, de responsabilité, de tradition. Le temps est suspendu lorsque Marie-Chantal prend la parole devant l'officier d'état civil pour exprimer son engagement. Oui, je l'accepte. Les applaudissements et cris de joie des invités accompagnent sa réponse, enveloppant le jardin d'une émotion palpable et d'un souffle de bonheur partagé. Vient ensuite le tour du marié Nicolas Olivier Manimbarga, digne fils de Mvokmans, d'affirmer publiquement son engagement. Monsieur Manimbarga Olivier, acceptez-vous devant Dieu, devant la famille et devant la République que vous servez avec brio de prendre pour épouse, pour la vie, Marie-Chantal, ici. Oui, je l'accepte. Administrateur civil et sous-préfet de Foulane, il scelle son engagement avec assurance sous le regard attentif de ses familles, amis et de plusieurs hautes personnalités de la République. Le moment solennel du choix du régime matrimonial suit, mettant en lumière la volonté des mariés de bâtir un projet commun, clair et responsable. Déclarez-vous opter pour le système de la monogamie ou de la polygamie? Monogamie. Marie-Chantal, acceptez-vous? Je l'accepte. En ce qui concerne vos biens présents à venir, optez-vous pour le régime de la communauté des biens ou celui de la séparation des biens? J'opte pour la communauté des biens. Un choix réfléchi et symbolique qui exprime l'unité, la transparence et le partage tout en mêlant tradition et modernité. Après la cérémonie, la convivialité prend le relais avec un vent d'honneur à Nkongwa sur la route de Fou, suivi d'une soirée de gala à Mimboman dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Les couleurs bordeaux, or et blanc habillent les lieux et les prestations d'artistes, musiciens et humoristes renommés rythment la fête, confirmant le caractère prestigieux et exceptionnel de l'événement. Enfin, Ebela Jean-Hyacinthe, officier d'état civil du centre secondaire de Biteng, prodigue ses conseils aux mariés, rappelant que le mariage est un chemin de respect, de dialogue et de construction commune. N'oubliez jamais que votre épouse sera votre premier conseiller, celle dont la vie n'a pas besoin de décret pour être entendue. À bon entendeur, sous ce ciel lumineux, Marie-Chantal et Nicolas Olivier Manimbarga ouvrent un nouveau chapitre de leur vie, unissant amour, dignité, valeurs familiales et promesses d'un avenir radieux. De la finance avant la page étrangère de ce journal, blanchiment des capitaux, l'Union européenne fait le ménage dans sa liste des pays à risque. 6 États africains en sont retirés après des progrès jugés satisfaisants. Il s'agit du Mali, de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso et du Mozambique et du Nigeria. La décision entre en vigueur le 29 janvier 2026. Le Cameroun, quant à lui, est sous surveillance. Le pays est pointé pour des carences stratégiques
stratégique dans son système de contrôle. Inscrit sur la liste depuis juin 2025, il travaille avec le GAFI, l'objectif étant la sortie de la liste à l'horizon 2026. Accueillons à présent Griffith Ngomongo pour l'actualité au-delà de nos frontières. Bonjour Griffith. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. On démarre en Afrique australe qui fait face à des inondations dévastatrices avec un lourd bilan humain au Mozambique. Oui, Sandrine, selon les autorités mozambicaines, plus de 100 personnes ont trouvé la mort à la suite de violentes inondations provoquées par des pluies torrentielles qui frappent la région depuis décembre. Le Mozambique est le pays le plus touché, mais le Zimbabwe et l'Afrique du Sud déplorent également des victimes. Pretoria a d'ailleurs décrété ce dimanche l'état de catastrophe nationale. Sur le terrain, la situation humanitaire est critique. Les centres d'hébergement d'urgence sont saturés et de nombreuses personnes restent isolées sans accès à l'eau potable ni aux soins, alerte l'UNICEF. Les inondations font craindre une propagation du choléra et d'autres maladies dans un pays déjà fragile sur le plan sanitaire. Autre inquiétude majeure, la sécurité alimentaire. Selon le Programme alimentaire mondial, 70 000 hectares de cultures ont été submergés, menaçant les moyens de subsistance de centaines de milliers de personnes. Plus de 430 000 habitants seraient déjà affectés et la saison cyclone pourrait encore aggraver la situation. En Europe, l'Espagne est endeuillée après l'un des pires accidents ferroviaires de ces dernières années. Au moins 39 personnes ont été tuées et plus de 120 blessés dimanche dans le sud de l'Espagne après le déraillement de deux trains à grande vitesse entrés ensuite en collision. L'accident s'est produit près d'Adamuz, non loin de Cordoué, alors qu'environ 300 passagers se trouvaient à bord des convois. Selon les secours, 48 blessés sont toujours hospitalisés, dont 12 en soins intensifs. Les autorités redoutent un bilan encore plus lourd. Le trafic ferroviaire à grande vitesse entre Madrid et le sud du pays reste suspendu au moins jusqu'à ce lundi. Le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé se rendre sur place tandis qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de la catastrophe. Enfin, au Portugal, le premier tour de la présidentielle a livré ses résultats. Les électeurs portugais étaient appelés aux urnes dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Résultat, le candidat socialiste António José Segura arrive en tête avec un peu plus de 31% des voix, suivi du candidat d'extrême droite André Ventura qui obtient 23%. Le second tour est prévu le 8 février, confirmant une recomposition politique marquée par la montée de l'extrême droite, désormais principale force d'opposition dans le pays. Âgé de 63 ans, António José Seguro s'est présenté comme un candidat modéré et rassembleur, se posant en défenseur de la démocratie face aux dérives extrémistes. Cette élection s'annonce comme un test politique majeur pour le Portugal dans un contexte européen de tensions et de recomposition idéologique. Pour toutes ces informations, mesdames et messieurs, ce journal rentre en gare. Merci d'avoir écouté cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Capital FM 102.7 et réalisée par Daniel Yondo. Junior et Banga étaient à la mise en onde. Alex Vondo a assuré la régie vidéo sous la coordination d'Angelbert Fomo et la supervision générale de Jean-Jacques Zé. J'étais Sandrine Negolo pour la présentation. Mesdames et messieurs, passez un excellent début de semaine en compagnie des programmes de Capital FM.